Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre le deuxième sujet de pré-bac de chimie. Ce sujet est très intéressant. Ça va porter sur une théorie qui parlera de la cinétique de la première partie du programme. La pratique parlera sûrement des solutions tampons, de la cinétique de la réaction d'estérification et de la chimie organique de l'étude des monoalcools en aldéhyde et cétone. Pour commencer, nous allons lire. On dit en théorie, 1. Faites la classification cinétique, définition et exemple à l'appui des réactions naturelles. Et deuxième question théorique, on va donner dans un tableau les différentes valeurs du produit ionique de l'eau avec une fonction croissante de la température. Dans la première question, on demandera d'établir la relation entre le KE et la concentration en ion hydronium. Et de 2, on déduit la relation entre le pH et le KE de l'eau pure. En 3, calculer le pH de l'eau pure aux différentes températures. Et en 4, comment évolue le pH en fonction de la température. Dans la pratique, on va préparer une solution de pH égale à 4 et un volume total de 0,1. Pour cela, on va mélanger un volume V1 d'une solution d'acide méthanoïque de concentration C1 égale à 16 pour moins 1 mol par litre et un volume V2 de méthanoate de sodium de concentration 5 fois 16 pour moins 2 mol et le pKa du couple sera 3,8. On nous demandera quelles sont les espèces chimiques en solution et de calculer leur concentration en fonction de V1 ou V2. Ensuite, en 2, on va nous demander de calculer V1 et V2. En 3, on va calculer à mol les quantités d'ion méthanoate et d'acide méthanoïque présentes dans la solution. Et 4, on va verser la solution ci-dessus, dans la solution ci-dessus, un volume V de solution décimolaire de soude, une solution décimolaire de soude. En 4, on me demande d'écrire l'équation bilan de la réaction qui aura lieu entre les ions OH- et la molécule d'acide. Ça veut dire méthanoïque. Et en B, on va calculer directement V, sachant que le pH est 4,1. Et en plus, on dit que peut-on conclure quant aux propriétés de la solution initiale. En cinétique, nous allons considérer deux verres contenant chacune 0,1 mol d'acide carboxylique et 0,1 mol d'alcool qui sont placés dans une étude. À différentes dates, on retire une ampoule et on neutralise l'acide n'ayant pas réagi avec un volume VB d'une solution molaire de soude. On me demande d'écrire l'équation bilan de la réaction qui aura lieu, surtout entre l'acide et la base. Et en plus, on va compléter le tableau dans lequel on a le temps en heure, 1 heure, 2 heures, 3, 5 heures, le volume de la base 86, 76, 67, 55 et XY. On me donne Y, c'est le nombre de moles d'acide qui n'a pas réagi, X, le nombre de moles d'ester formés. On me demande de trouver la vitesse moyenne d'estérification entre 2 heures et 5 heures. En 4, l'ester qui sera obtenu aura en masse 36,63% d'oxygène. On me demande d'en déduire sa formule brute, d'indiquer ses isomères possibles. Après, on va faire l'hydrolyse de cet ester. On va obtenir un acide carboxylique A et un alcool C dont la masse molaire est égale à 46. On me demande donc d'en déduire les formules de A et C, ainsi que l'ester, bien sûr. Le sujet 3 de chimie organique, on dit donner la formule semi-développée, le nom et la classe des alcools qui peuvent répondre à C4H10O. Et en plus, on dit en 2, on considère 4 alcools A, B, C, D de formule brute C4H, qui répondent à la même formule brute. On cherche à déterminer leur nom. Pour cela, on effectue les expériences suivantes. 2A, on réalise l'oxydation mélangée de ces 4 alcools. A donne A1, B donne B1, C donne C1, mais D ne donne rien. On déduit D. 2B, les produits A1, B1, C1 donnent un précipité jaune avec la DNPH. Par contre, A1 et B1, pas A1, A1 et B1 rougissent le réactif de chiffre. En déduire C et C1 ainsi que la famille de A1 et B1 et la classe des alcools A et B. En 2C, on réalise la déshydratation catalytique de A et B. On obtient les produits A2 et B2. On effectue ensuite l'hydratation de A2 et B2
Les deux produits majoritaires obtenus sont A3 et B3. Les produits A3 et B3 subissent ensuite une oxydation mélangée. B3 ne réagit pas. Par contre, A3 donne A4 qui donne un précipité jaune avec la DNPH mais qui ne réagit pas le réactif de chiffre. Tiens, on me demande d'en déduire les familles semi-développées et le nom de A, A1, A2, A3, A4 et B, B1, B2, B3, B4. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre le deuxième sujet de pré-bac choisi pour la chimie. Le sujet comprend bien sûr la théorie et la pratique. Au niveau de la théorie, dans la première question, on demande de faire la classification cinétique des réactions naturelles. Donc nous savons très bien que la cinétique chimique, c'est l'étude de la vitesse des réactions en fonction des facteurs dont celles-ci dépendent. Et dans la classification cinétique des réactions naturelles, on avait classé les différentes réactions. Dans la première partie, on avait parlé de la réaction rapide ou instantanée. C'est la première réaction. Une réaction est dite rapide lorsque l'évolution du système est tellement rapide qu'à nos yeux, la réaction semble même achevée à l'instant où on met les réactifs en contact. Par exemple, si nous prenons l'action des bases sur les ions métalliques lors de la formation, par exemple, de l'hydroxyde d'aluminium, nous voyons que cette réaction est rapide. Même la dissociation de l'acide dans l'eau, c'est également une réaction rapide ou instantanée. La deuxième type de réaction, c'est la réaction lente. Une réaction est dite lente lorsque nos sens nous permettent de suivre son déroulement. Et cette réaction va durer quelques secondes à quelques minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Si nous prenons par exemple la réaction des ions permanganate avec l'acide oxalique, si tu veux, tu peux trouver l'équation bilan, mais ce qui est nécessaire, c'est d'établir les étapes pour pouvoir trouver l'équation bilan redox. Donc, il faut trouver les potentiels standards pour l'ion permanganate et l'ion manganèse qui est 1,51 et pour l'acide oxalique avec le dioxyde de carbone qui est moins 0,49. Connaissant le sens de la réaction par la règle de Gamma, on pourra établir les demi-équations et en déduire l'équation bilan. En ce qui intéresse comment établir l'équation, sur ma page Facebook, j'ai laissé des séries de vidéos que vous pourrez regarder pour être édifié. Donc, voici l'équation bilan. Si tu veux, avec le H plus ou H3+, on pourra trouver par cette manière. Ensuite, nous avons les réactions très lentes. Une réaction sera très lente lorsqu'elle ne s'achève qu'au bout de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Si nous voulons par exemple faire la réaction d'hydrolyse ou de stérification, ce sont ici des réactions très lentes. Ensuite, la réaction infiniment lente, ça s'applique au niveau des systèmes vraiment cinétiquement inertes. Une réaction sera dite infiniment lente lorsque l'évolution du système ne peut être appréciée même après plusieurs jours. Le système est cinétiquement inerte. Par exemple, lorsque nous prenons la réaction de synthèse de l'eau à la température ordinaire, 2 fois H2 plus O2 donne 2 molécules d'eau. Ça, c'est une réaction infiniment lente. Dans la deuxième question théorique, on nous donne les différentes valeurs des produits ioniques de l'eau, de 0 degré jusqu'à 75 degrés, en passant par 15 et 50 degrés, avec ces différentes valeurs. Nous regardons d'ailleurs dans le tableau la valeur du KE croît avec la température. On nous demande dans une première question d'établir la relation entre le produit ionique de l'eau et l'ion hydronium. Alors, le produit ionique de l'eau, c'est le produit des ions oxonium et oxydryle. La concentration des ions oxonium et oxydryle. Mais vous savez très bien que dans l'eau pure, puisque c'est l'eau pure que nous sommes en train d'étudier, les concentrations en ions oxonium et oxydryle sont les mêmes. On peut donc remplacer OH- ici, on va trouver H3+ au carré. Et si on nous demande d'établir la relation entre le pH et le produit ionique de l'eau, c'est simple. Il faut prendre l'expression de H3+, tu peux moins log de H3+ égale à moins log de racine de KE. Alors, moins log de H3+, ça sera le pH. Et racine de KE égale à KE à la puissance 1,5. 1,5 descend derrière, donc ça sera pH égale à moins 1,5 de log de KE.
Donc on va trouver pH égale à moins 1,5 de log de Ke. Vous voyez? Bien. Ensuite, on me demande de calculer le pH à différentes températures. Comme je connais la valeur du Ke à différentes températures, je peux remplacer à chaque valeur. Donc, j'aurai la première valeur. Je fais aisément mes calculs. Donc, il faut utiliser la machine, les logarithmes. Si ça sera un sujet de bac, ils vont donner log de 0,11, log de log de 0,45, de 5,50, log de 20, ainsi de suite, pour que vous puissiez très bien faire le calcul du pH à ces différentes températures données. Et ensuite, en 3-4, on me demande de dire comment va évoluer le pH en fonction de la température. Nous allons remarquer que la première valeur du pH est de 7,48, la dernière valeur est de 6,35. Nous comprenons très bien que si la température croît, le pH diminue. Donc, on dit le pH est une fonction décroissante de la température. Et l'équation mathématique qui respecte cela est pH égale à F de 1 sur T. Dans la pratique, lorsque nous allons attaquer la solution à cause, on se décide de préparer une solution dont le volume total égale à 0,1 litre, son pH égale à 4. Mais pour préparer cette solution dont le pKa égale à 3,8, on va mélanger l'acide méthanoïque et le méthanol de sodium avec les concentrations. Mais les volumes ne sont pas donnés. On me demande d'inventer les espèces chimiques en solution. Il faut tout simplement faire la dissociation. Mais il faut comprendre quand on mélange l'acide méthanoïque avec méthanol de sodium ou encore un acide carboxylique avec un carboxylate de sodium des mêmes atomes de carbone, ce mélange est appelé un mélange équimolaire. Et souvent, les solutions qui épousent ces caractères ont souvent un caractère tampon. Et si on vous dit de faire l'équation, il ne s'agit pas d'une réaction acide-basique, c'est un mélange équimolaire et les trois réactions doivent forcément sortir. L'acide réagit pour donner la base avec l'ion hydronium. Le carboxylate de sodium en présence de l'eau va se dissocier et l'ion carboxylate formé va réagir avec l'eau pour engendrer les ions OH-. Et dans le bilan des espèces, on va prendre les ions et les molécules. Au niveau des ions, nous aurons les 4 ions. Les molécules, on n'aura que les 2. Et on me demande de trouver les concentrations molaires des espèces chimiques en fonction de V1 ou V2. Voilà, pas et V2. Donc, il faut définir le pH. Il faut définir le pH. Connaissant la concentration, le pH, il faut définir. Connaissant le pH, il faut calculer la concentration en ion hydronium, le produit ionique de l'eau, pour trouver OH-. Et la conservation en ion Na+, d'abord. Na+ provient de la base et la base est la deuxième solution. Vous exprimez en fonction de V2, étant donné que le volume de la solution est égal à 0,1, vous allez trouver cette valeur. Et vous allez trouver la concentration de Na en fonction de V2. De l'électroneutralité, vous pourrez prendre H3 plus Na plus et l'ion carboxylate avec OH-. Vous tirez l'ion méthanoate ou l'ion formate qui est égal à concentration de Na plus H3 plus OH-. Vous allez négliger OH- devant H3 plus et devant Na pour exprimer l'ion formate en fonction de Na plus égale à 5 fois 10 expo moins 1 fois V2. C'est aussi égal à N2 sur le volume de la solution. La conservation de la matière, comme c'est un mélange équimolaire, il n'y a ni l'influence de l'acide ni l'influence de la base. En écrivant la concentration de la forme acide plus la forme basique, n'oubliez pas de mettre Na sur le volume total plus Nb sur le volume total. Cette relation n'est valable que si on mélange un acide carboxylique avec son ion carboxylate. Par exemple, acide carboxylique avec carboxylate de sodium ayant même atome de carbone. Ça, c'est un mélange équimolaire. Mais dans les réactions acido-basiques, si c'est l'acide faible qui est dosé par la base forte, on met Na. Si la base faible est dosée par l'acide fort, on met Nb. Voilà. Et on peut tirer HOOH, on simplifie, on finit toujours par trouver que l'acide égale à Na sur le volume de la solution. Parce que ici, ça va se simplifier, ça va rester 10 expo moins 1 et 0,1, c'est la même chose, ça va rester V1. Ce qui nous permet de dire que concentration de l'acide formique égale à V1
mais en mol par litre. Quand on me demande de trouver la valeur de V1 et V2, comme je connais le pH, le pKa et les deux concentrations des formes acides et basiques, je peux appliquer la relation d'Anderson. Je trouve le rapport égal à 10 pour pH moins pKa. Le calcul me donne 10 pour moins 2, 0,2 pardon, qui est égal à 1,58. Et je vais manipuler ici jusqu'à trouver V2 égal à 3,16 V1. Par ailleurs, comme le volume de la solution est donné, ça veut dire que la somme des volumes est égale à 0,1. Et du coup, je peux remplacer V2 par 3,16 V1. J'essaie donc de remplacer V2 ici. Je vais trouver cette expression-là. J'aurai donc une équation à résoudre par substitution. Et puis, je trouve V1 qui est égal à 0,024. Après, je fais la somme égale à ça. Je tire V2. Je vais trouver 0,076. Donc, les deux volumes seront là. Ensuite, on me demande de trouver les quantités d'acide et de base en solution. Donc, l'acide sera la concentration de l'acide fois le volume de la solution. Mais l'acide égale à V1, donc ça sera V1 fois V de la solution. Je calcule, je vais trouver ça. Alors que la base, ça sera 5 fois 10 pour moins 1 V2 fois le volume de la solution. Après, je vais calculer aussi sa valeur. C'est comme ça, on calcule les quantités d'acide, de forme acide et de forme basique en solution. Nous allons maintenant ajouter du NaOH au mélange. Le mélange, le NaOH a 10 pour moins 1 mol par litre parce qu'on m'a dit c'est décimolaire. Décimolaire, c'est 10 pour moins 1. Centimolaire, 10 pour moins 2. Millimolaire, 10 pour moins 3. Molaire, 10 pour 0. Ça veut dire 1 mol par litre. Donc, si cette base-là, on ajoute à la solution de 0,1 litre de volume et de pH égale à 4, on provoque une petite variation du pH à 4,1 et le volume total devient V0 plus V. On me demande d'écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu entre les ions OH et la forme acide. En réalité, il faut comprendre, le couple qui était présent dans la solution précédente, c'était l'acide et sa base conjuguée. Si on apporte l'ion oxydryl, ça veut dire si on apporte une base forte, la base forte va réagir avec l'acide, alors qu'au niveau de la base, la quantité de OH- va s'ajouter. Et du coup, l'équation bilan, ça sera la réaction acido-basique entre l'acide et OH-, ça donne l'ion carboxylate ou l'ion formate plus l'eau. On me demande de calculer directement V. Je pouvais aussi reprendre la concentration des espèces chimiques en fonction de V jusqu'à aller au niveau de la relation d'Anderson. Mais en réalité, dans les mélanges équimolaires, comme on l'avait vu, le pH égale le pKa plus log de NB sur Na. Pourquoi? Parce qu'on avait dit log de la forme acide sur la forme basique. Mais on avait compris dans la conservation de la matière, la forme basique c'est la quantité de la base sur le volume total. La forme acide c'est la quantité de l'acide sur le volume total. Si on remplace ici les volumes, se simplifie, on va trouver cette valeur. Maintenant, si on ajoute la base va influencer l'acide. C'est pourquoi il y a la réaction acide-base qui dénote donc sa diminution de la quantité Na-NB. Alors que la forme basique qui était là-bas, si le NaOH s'ajoute, il y aura donc ajout de la quantité. C'est pourquoi on a NB plus NOH. NB, ça sera C2V2 plus NOH, ça sera C fois V. Na, ça sera CaVa moins, ou bien C1V1 moins C fois V2. Donc, si on tire la quantité, ça sera 10 pour pH', parce que le pH' est devenu maintenant 4,1. Et nous allons trouver cette expression. Attention, ici, c'est une erreur. On ne divise pas les volumes. Voilà, on ne divise pas par les volumes. On aura tout simplement C2V2 plus CV. Si C1V1 moins CV égale à 10 pour 4,1 moins 3,8, le cas qui donne 10 pour moins 3. Et maintenant C2V2, on avait déjà calculé V2, hein, voilà, on trouve ça. Mais on ne connaît pas V, voilà, on réduit ici, on réduit là. On va trouver ça, on fait le produit des moyens des extrêmes. Antilog de 10 pour 0,3, c'est 2. On fait le produit des moyens des extrêmes et on fait minutieusement le calcul jusqu'à trouver 3,3 ml. Qu'est-ce que nous remarquons? Les 3,3 ml sont peu, sont faibles. C'est un ajout modéré. Du coup, on me demande quelle conclusion que nous pouvons tirer sur les propriétés de la solution initiale. Ça veut dire la solution qu'on avait versée de la base. C'est facile. Le pH égale à 4, le pK égale à 3,8, qu'on peut estimer aussi à 4. 4 égale à 4, c'est une solution dont le pH égale le pKa, mais ce n'est pas sur ce critère-là on va beaucoup se justifier. Là où on va se justifier, c'est au niveau de
du volume de base. On n'a ajouté que 3,3 ml de la base. Donc, c'est un azote modéré de NaOH. Et le pH a passé de 4 à 4,1. Donc, le pH a varié peu, soit différent de 0,1. Vous voyez? Donc, comme l'ajout modéré de la base a provoqué une petite variation du pH, alors la solution obtenue possède les caractères tampons. On se propose d'étudier la cinétique de l'estérification. Donc, c'est une partie extrêmement importante à savoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mélanger l'acide et l'alcool en quantité égale. À l'instant t égal à 0, on introduit 0,1 mol d'acide et 0,1 mol d'alcool et on déclenche la réaction. Quand la réaction commence à se produire, l'ester et l'eau commencent à se former. Il y a aussi l'acide et l'alcool qui restent, puisque la quantité initiale est égale à la quantité restante plus la quantité transformée. C'est la quantité transformée là qui donne l'ester et l'eau. Donc tout est mélangé. Il y a l'acide restante, il y a la base restante, il y a l'ester et il y a l'eau qui se forment. Maintenant, pour savoir la quantité d'acide restante, il faut prélever une quantité à chaque heure dans une ampoule que tu vas doser par la base, par le NaOH, parce qu'il n'y a pas un moyen pour pouvoir détecter l'alcool, ni l'ester, ni l'eau. Mais néanmoins, avec le NaOH, on peut doser l'acide. Ou bien par un indicateur coloré, on peut également ajouter quelques gouttes dans la solution obtenue. Alors ici, on me demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Ici, en réalité, c'est la réaction entre l'acide et la soude. Cependant, quand on avait introduit l'acide et l'alcool à quantité égale dans les tubes et on a déclenché la réaction, il y a eu d'abord une réaction d'estérification. C'est ça qu'on a écrit. Mais la réaction demandée, c'est la réaction de dosage de l'acide restant par la base, qui est RCOOH plus OH moins, ça donne RCO moins plus l'eau. On me demande de compléter le tableau. Le tableau, on a 1, 2, 3 et 5 heures. On m'a donné le volume de la base. Alors, on a dit que Y, c'est la quantité d'acide restante et X est la quantité d'ester formée. Vous voyez? Comment on va trouver Y qui est la quantité d'acide restant? Très bien. Il faut d'abord comprendre, ici, la quantité d'acide restante. La quantité d'acide restante étant dosée par la soude, on a donc à l'équivalence la quantité d'acide restante égale à la quantité de la base. Mais comme l'acide restante est égal à Y, donc Y égale à la quantité de la base, c'est la concentration fois le volume. Du coup, la concentration, c'est, on a dit une solution molaire de soude. Ça veut dire que c'est égal à 1. Donc on aura 1 fois VB. Donc on aura VB. À chaque heure, il faut prélever le VB et remplacer ici. Donc ça sera 86 fois 10 pour moins 3 multiplié par CB qui est égal à 1. On aura 0,086 mol. C'est la première quantité de l'acide restante. À T égale à 2 heures, le volume est égal à 76 cm3. La deuxième quantité c'est 0,076. Ainsi de suite jusqu'à T égale à 5 heures où on trouve 0,055 mol. C'est toutes ces valeurs-là qu'on peut les récapituler dans le tableau. Donc vous verrez ces valeurs ici, 0,86 jusqu'à 0,055. En plus, on me demande de trouver la quantité d'ester formée X. C'est facile. Pour que l'ester soit formé, il faut d'abord comprendre que l'acide et l'alcool doivent réagir mol à mol pour former l'ester et l'eau. Même si on introduisait par exemple 100 g d'acide et 1000 g d'alcool, au cours de la réaction, les quantités d'acide et d'alcool resteront les mêmes. Les quantités disparues sont les mêmes et c'est pourquoi on dit qu'ils réagissent mol à mol pour pouvoir former l'ester et l'eau. Donc, la quantité d'ester formée, c'est la quantité d'acide ayant disparu ou bien la quantité d'alcool ayant disparu. On notera ici par X.
Mais on sait bien que la quantité initiale d'acide égale à la quantité restante plus la quantité réagée. Mais la quantité restante égale à Y et la quantité réagée, c'est la quantité d'ester égale à X. Donc N0 égale à Y plus X. Alors si on tire X, ça sera N0 moins Y, connaissant bien que N0 égale à 0,1 mol. On peut donc calculer, connaissant aussi les différentes valeurs de Y. À différentes dates, on aura donc les valeurs qu'on peut obtenir à ce niveau. Donc 0,1 moins 0,090, on va trouver 0,014 jusqu'à t égale à 5 heures où on va trouver 0,045. On me demande d'établir la vitesse moyenne de formation de cet ester entre 2 heures et 5 heures. L'ester formé, c'est la variation de la quantité d'ester formé sur la variation du temps. Mais la quantité, c'est entre 2 heures et 5 heures. À 2 heures, on a une quantité de 0,024 mol. À 5 heures, on a 0,45 mol. Il faut prendre la variation ici. Tu vas trouver 0,07 mol par heure. Voilà. Maintenant, on a dit que l'ester en question, on se propose de chercher sa masse, sa formule brute. C'est tout à fait la chimie organique. Mais on me dit que la quantité d'oxygène contenue dans cet ester est de 36,63%. On me demande de déterminer ici la formule brute. Il faut d'abord comprendre que l'ester, bien sûr, c'est R, COOR', mais la formule générale avec les acides carboxyliques, c'est CnH2nO2. On peut utiliser cette formule-là et la masse molaire de ça égale à 14N plus 32 puisque l'oxygène est pris 2 fois. Maintenant, si on donne un pourcentage d'oxygène, il faut faire attention. Ici, on a 2 oxygènes. Donc, il te dit la masse de l'oxygène sur le pourcentage d'oxygène égale à la masse d'ester sur 100%. Mais comme l'oxygène est pris 2 fois, donc la masse égale à 32 sur son pourcentage égale à la masse molaire d'ester en fonction de N sur 100%, le calcul minutieux va nous conduire à 4. Donc on aura C4H8O2. Donc l'ester aura 4 atomes de carbone. Mais pour former l'ester, non seulement le groupement carboxylate y est, mais il y aura 4 carbones qui seront partagés. Soit un carbone avec l'acide et 3 carbones avec l'alcool. Soit 2 carbones avec l'acide et 2 carbones avec l'alcool. Soit 3 carbones avec l'acide et 1 carbone avec l'alcool. Associé aussi à des ramifications. Mais l'ester n'est pas encore connu. On doit connaître devant. Maintenant, on me demande de trouver les isomères possibles. C'est ce que je disais. Comme l'ester a 4 carbones, il faut que le groupement la sorte. Un carbone doublement lié à l'oxygène et simplement lié à O entre 2 groupes alkyles. Vous voyez? Et du coup, à ce niveau, si on veut donner les isomères possibles, il faut être très intelligent. Premièrement, il faut donner un carbone à l'acide, ça sera donc méthanoate, et 3 carbones à l'alcool, ça sera propyle, donc méthanoate de propyle. Après, s'il y a la ramification à faire, on fait la ramification, ça sera méthanoate de 1-méthylpropyle, parce qu'ici, si on coupe un carbone, ça va rester 2, et le carbone coupé, on ramifie ici. Et la numérotation commence toujours à partir de O. O, on numérote 1, 2, 3, après on note 1. L'acide qui est de l'autre côté, à notre gauche, ça porte le nom de l'acide carboxylique. C'était acide méthanoïque. On enlève acide, on remplace oïque par ouate. Ça devient méthanoate. Par là, c'était l'alcool. Normalement, c'est le propanol, mais on remplace par un groupe alkyle, ça devient propyle. On aura méthanoate de 1-méthylpropyle. Ensuite, après avoir fait cela, tu glisses le groupement, tu donnes 2 maintenant carbone à l'acide et 2 carbones à l'alcool. Tu auras éthanoate d'éthyle. Après, tu donnes encore 3 carbones à l'acide et 1 carbone à l'alcool. Donc, tu auras propanoate de méthyle. Donc, si on fait l'hydrolyse de l'ester, on aura un acide carboxylique à 3 carbones et un alcool à 1 carbone. Acide 2, quand on fait l'hydrolyse, acide 1, alcool 3. Donc, c'est très simple. En plus, maintenant, on dit l'hydrolyse, on veut vraiment identifier l'ester. Nous allons faire son hydrolyse. On dit, quand on fait l'hydrolyse de l'ester, on obtient encore A et l'alcool C. Mais la masse molaire de l'alcool est de 46 grammes par mol. Vous voyez? Donc, si vous connaissez la formule de l'ester comme la formule générale, vous faites l'hydrolyse, vous allez séparer l'acide carboxylique par N et l'alcool par M. Maintenant, si vous connaissez la masse molaire de M, vous prenez M général de l'alcool égale à M de C
mais la masse molaire d'un alcool égale à 14N plus 18. Donc on aura 14N plus 18 égale à 46, M égale à 2. Ça veut dire que l'alcool aura 2 carbones. Et si l'alcool aura 2 carbones, alors que l'ester a 4 carbones, c'est que l'acide aussi aura 2 carbones. Et l'ester formé sera formé d'un ester qui a qui a un acide à 2 carbones et un alcool à 2 carbones. C'est pourquoi l'ester a 4 carbones, donc l'acide sera l'acide éthanolique et l'ester en question sera cet ester. Et maintenant, on se propose de résoudre un sujet pertinent de chimie organique. Dans la première partie, on me demande d'établir les formes semi-développées, les noms et les classes des alcools qui répondent à C4H10O. C4H10O, c'est le butanol, bien sûr. Maintenant, à ce niveau, il faut d'abord avoir les 4 carbones et le groupement fonctionnel des alcools qui est le OH à la fin. Donc ici, on aura le butanol, mais comme le groupement OH est fixé sur le premier carbone, donc on aura le butanol 1, c'est un alcool primaire. Après le OH, vous glissez sur le deuxième carbone à ce niveau, on va le trouver à ce niveau-là. Maintenant, si on glisse le OH sur le deuxième carbone, le H qui est là vient ici et le OH vient ici. Donc on aura CHOH et CH3, on aura le butanol 2 qui est un alcool secondaire. Et en plus, une fois on a fini les isomères de position, on passe aux isomères de ramification. Qu'est-ce que nous allons faire? On va venir au niveau du premier alcool, on coupe ici un CH3, ça sera donc 3 carbones avec le CH2OH à la fin. Le CH3, on fixe ici le deuxième carbone à ce niveau, on va trouver le 2-méthylpropanol 1 qui est bien sûr un alcool primaire. Et enfin, on peut venir au niveau de l'alcool secondaire, on coupe le carbone qui est là et on fixe le... Parce que si on fixe le premier carbone, c'est la chaîne qui continue. Enfin, c'est la chaîne qui continue, mais on peut fixer à ce niveau. On va obtenir le 2-méthylpropanol 2, c'est un alcool tertiaire. Pour reconnaître un alcool primaire, c'est son CH2OH. Pour reconnaître un alcool secondaire, c'est son CHOH. Pour reconnaître un alcool tertiaire, c'est son COH. Donc, on dit souvent la classe de l'alcool est en relation avec sa richesse en hydrogène. L'alcool primaire est très riche parce qu'il a 2 hydrogènes. L'alcool secondaire est peu riche parce qu'il a un hydrogène avec le OH. Et l'alcool tertiaire est pauvre parce qu'il n'a pas de H. Et maintenant, on considère 4 alcools A, B, C, D qui ont la même formule C4H10O. Ça veut dire les 4 isomères qu'on a eu en haut, ça semble être A, B, C, D. Mais on ne connaît pas à qui vraiment ça correspond. Donc, pour les identifier, on va faire les textes. Et c'est au cours des textes qu'on va en déduire certaines choses très importantes. Par oxydation ménagée, A donne A1. Ça veut dire que A c'est oxydé, B donne B1. Ça veut dire que B c'est oxydé, C donne C1. Ça veut dire que C c'est oxydé. Mais D ne donne rien. Ah, ça veut dire que D ne s'est pas oxydé. Et si D ne s'est pas oxydé, mes amis, D est un alcool tertiaire. C'est pourquoi on vous dit, même en D, la formule semi-développée et le nom de D. Comme D ne donne rien par oxydation, alors c'est un alcool tertiaire répondant à la formule CH3OH, c'est le 2-méthylpropanol 2, il est écarté. Ça reste combien? Ça reste 3 isomères, mes amis. Et ces 3 isomères ont subi une oxydation. On avance. D'accord. Les produits A, B et C1 issus de A, B et C, qui sont des alcools, ont donné un test positif avec la DNPH. Mais seulement que A1 et B1 rosissent le réactif de chiffre, alors que C1 ne donne pas. Mais les deux donnent un test positif. Maintenant, si A, B et C1 donnent un test positif avec la DNPH, c'est que ce sont des composés à carbonylés. Ce sont soit des aldéhydes et des cétones. Mais comme A1 et B1 rosissent le réactif de chiffre, alors A1 et B1 sont ici des aldéhydes et C1 est une cétone. Comme C1 est une cétone, elle provient de l'oxydation d'un alcool secondaire. C'est pourquoi on dit dans déduire C et C1. Ça sera facile à traquer. Comme C1 donne un test positif avec la DNPH, mais ne réagit pas avec le réactif de chiffre, ça veut dire que C est une cétone de formule CH3 qui provient de quoi? De l'alcool secondaire. C'est pourquoi on dit E7, vous voyez? Et cette cétone résulte de l'oxydation de l'alcool secondaire C de formule butanol 2. Alors on a éliminé C, on a éliminé D,
ça va rester les deux alcools primaires dont les produits A1 et B1 ont rosé le réactif de Schiff. Mais pour les séparer, ça ne sera pas facile. C'est pourquoi, franchement, on va aller en profondeur. Maintenant, on me dit, quelle est la famille de A1 et B1 et la classe de A et B? Mais comme A1 et B1 donnent un test positif avec la DNPH et rosé le réactif de Schiff, ça veut dire que A1 et B1 sont des aldéhydes. Par conséquent, A et B sont des alcools primaires. Comment on va faire? Suivons très bien. On a pris A et B, qui sont les alcools primaires. On les a déshydratés. On obtient A2 et B2. Et ces corps A2 et B2 seront quoi? Des alcènes. On reprend les alcènes là. On les réhydrate en présence de l'acide sulfurique. On obtient les alcools A3 et B3, mais qui sont majoritaires. Ça veut dire des alcools qui obéissent à la règle de Markovnikov. On prend A3 et B3, on fait leur oxydation. B3 ne donne rien. Ça veut dire que c'est un alcool tertiaire. Alors que A3 donne A4, mais A4 réagit avec la DNPH, c'est un composé carbonylé, mais ne rosit pas le réactif de c'est une cétone. Donc A4 est une cétone, alors que A3 est un alcool secondaire. Donc les alcools primaires sont devenus des alcools secondaires et tertiaires. On me dit d'en déduire les familles semi-développées et le nom de A1, A, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3. La déshydratation catalytique de A et B, ça veut dire des deux alcools primaires qu'on avait trouvés là-bas, donne des alcènes A2 et B2, n'est-ce pas? Et la réhydratation de ces alcènes A2 et B2 donne des alcools A3 et B3, mais qui vont obéir à la règle de Markovnikov pour qu'ils deviennent majoritaires. Ensuite, l'oxydation de B3 ne donne rien, alors B3 est un alcool tertiaire. Et l'oxydation de A3 donne A4 qui réagit avec la DNPH mais sans action sur le réactif de Schiff. Alors A4 est une cétone et A3 est un alcool secondaire. Si on connaît cela, ça c'est A, ça c'est B, on ne connaît pas. C'est pourquoi on va d'abord prendre le système, on va évoluer jusqu'à la fin et on trouvera qui est A et qui est B. Alors on les reprend. Une fois on a repris déjà, c'est la fin qui nous a permis de trouver A et B, on les déshydrate. Attention, pour que l'alcène puisse se former, c'est là où se trouve le OH que vous allez mettre la double liaison. Ça veut dire le carbone qui a OH porte la double liaison avec son carbone voisin. Si vous laissez le OH, vous venez mettre la double liaison par là, vous avez 0. Du coup, on a, vous voyez, la double liaison ici. Là aussi, la double liaison est là. Voici les deux alcènes. Maintenant, on va les réhydrater par la règle de Markovnikov. Mais Markovnikov a dit, on rappelle, que si on réhydrate un alcène dissymétrique avec de l'eau, qui est HOH, le H va se fixer sur le carbone qui a beaucoup d'hydrogène, ça veut dire le carbone qui est moins substitué, et le OH va se fixer sur le carbone qui a moins d'hydrogène, ça veut dire le carbone qui est plus substitué. Et du coup, si on réhydrate l'alcène en appliquant Markovnikov, le H de l'eau va se fixer sur le CH2 et le OH va se fixer sur le CH et on obtient exactement un alcool secondaire grâce à Markovnikov. Pourquoi? Parce que le CH a moins d'hydrogène, il prend le OH, et le CH2 a plus d'hydrogène, il prend le H. On obtient ça. Alors qu'ici, le C qui est là n'a pas même d'hydrogène, il prend le OH, et le CH2 qui est là prend le H, on obtient un alcool tertiaire. Et si on fait leur oxydation, l'alcool secondaire qui est là donne l'acétone qui est A4 et l'alcool qui est ici B3 ne donne rien par oxydation. Et c'est correct. On me demande donc d'en déduire. Nous dirons alors des expériences précédentes. Docteur René Physique en déduit que A est le butanol 1 qu'on avait déshydraté. A1, parce qu'on avait dit l'oxydation de A donne A1. Si A1 était un alcool primaire, donc son oxydation allait donner donc un aldéhyde qui est le butanal. A2 résulte de la déshydratation de A, donc c'est le butène 1. A3 résulte de la réhydratation de A2 par Markovnikov, c'est le butanol 2. A4
c'est l'oxydation de A3 qui a donné un test positif avec la DNPase, mais sans rosé le réactif de CYP, c'est le butanone. B, c'est bien sûr le deuxième alcool primaire qui restait. Mais B1 est son aldéhyde qui était formé parce que c'était un alcool primaire aussi, c'est le 2-méthylpropanal. B2 est l'alcène résultant de la déshydratation catalytique de B1. Et B3 est l'alcool tertiaire résultant de la réhydratation de B2 par la règle de Markovnikov. Alors mes amis, si cette vidéo vous a plu, je vous exhorte à s'abonner activement, à activer la cloche de notification et à recommander ma chaîne. C'est extrêmement important. Ça va aider beaucoup de personnes qui veulent apprendre les sciences avec nous. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo.